Bonjour à tous, je suis Laurent Ferrara, professeur d'économie internationale à Schema Business School. Je vous propose dans cette masterclass de revenir sur la crise Covid qui a frappé l'ensemble de l'économie mondiale, de tirer quelques leçons de cette crise inédite par son ampleur et sa nature, et d'envisager certains scénarios possibles pour les années à venir. La pandémie de Covid-19 a entraîné l'économie mondiale vers une des plus fortes crises de son histoire récente. Selon les institutions internationales, le PIB mondial devrait chuter d'environ 4% en 2020 par rapport à 2019. Certains pays, tels le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Argentine, ont même connu une baisse de PIB de plus de 10%, ce qui peut être assimilé à ce qu'on appelle un désastre économique, au sens où le définit l'économiste Robert Barro. Pour essayer d'évaluer les perspectives économiques, tâchons de bien comprendre ce qui s'est passé en termes de dynamique économique. Cette récession économique est la conséquence de trois grands chocs qui ont affecté quasiment simultanément la plupart des pays de la planète. Tout d'abord, nous avons connu un choc d'offres négatif dû à deux phénomènes. D'abord, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, privant ainsi certaines entreprises d'intrants nécessaires à leur production. Ensuite, le confinement d'une grande partie de la force de travail. Pour contenir l'arrivée de l'épidémie, la plupart des gouvernements ont mis en place des confinements stricts, empêchant de facto les travailleurs de se rendre dans leurs entreprises. Cela a fait chuter l'activité économique dans certains secteurs, notamment ceux qui ne peuvent pas mettre en place un travail à distance. On pense ainsi au secteur de la restauration, de l'hôtellerie, des loisirs, du transport. Les gouvernements ont privilégié la santé des citoyens en décidant de confiner, et en cela, ils ont eu raison. Les travaux récents du FMI montrent qu'en moyenne, sur l'ensemble des pays, un confinement strict entraîne une baisse de 40% des infections après un mois, et les effets du confinement sont d'autant plus forts que la mise en place est rapide et stricte. Cela met en évidence un arbitrage de court terme auquel les décideurs ont dû faire face entre contenir l'évolution de l'épidémie d'une part et limiter l'activité économique d'autre part. Mais à moyen terme, il est vraisemblable que les coûts de court terme soient largement compensés pour l'économie dans son ensemble. Deuxièmement, ce choc d'offres s'est transformé en un choc de demande négatif. Les revenus des travailleurs dans les secteurs impactés par le confinement ont chuté, réduisant ainsi leur consommation. De plus, la consommation dans certains secteurs a également chuté du fait de la fermeture de certaines activités, réduisant ainsi de manière inédite certains postes de dépenses des ménages. De leur côté, les entreprises encore en activité ont freiné leur investissement face au manque de demande anticipée, contribuant ainsi à réduire la demande agrégée. Enfin, l'économie mondiale a connu un choc d'incertitude. C'est la première fois au cours de l'histoire récente que l'on connaît un tel niveau de stress sanitaire pour l'ensemble des pays de la planète. C'est ce qu'on appelle une incertitude radicale, bien connue des économistes depuis les travaux de Frank Knight au début du siècle dernier. Cette incertitude radicale se traduit par le fait que les agents économiques sont incapables d'anticiper les événements à venir. Ce contexte d'incertitude extrêmement élevé entraîne inévitablement des comportements de précaution et de report d'initiatives de la part des ménages et des entreprises. Ainsi, les ménages réduisent leurs dépenses discrétionnaires pour se concentrer dans la mesure du possible sur les dépenses essentielles et augmentent ainsi leur taux d'épargne. De même, les entreprises stoppent leurs investissements, notamment les plus irréversibles. Ces effets entraînent donc une baisse de la croissance à court terme. En revanche, à moyen terme, on sait qu'ils vont accentuer la reprise économique lorsque cette incertitude sera levée. Dans le cas présent, la fin de l'incertitude sanitaire correspond à l'arrivée des vaccins et des traitements. Au total, lorsqu'on cherche à mesurer l'effet combiné de ces différents types de chocs, il apparaît que les effets de demande l'emportent largement sur les effets d'offres. Cela se voit notamment dans l'évolution des prix. Ainsi, l'inflation a largement chuté dans la plupart des pays, s'approchant dangereusement du seuil de zéro qui correspondrait à un début de déflation. C'est ce qu'on voit par exemple au sein de la zone euro. Cette baisse des prix, associée à une baisse de l'activité, est une caractéristique d'un choc de demande négatif. Et cela est très important à comprendre pour la mise en place des politiques économiques. Une autre caractéristique de cette crise est la forte hétérogénéité avec laquelle elle a affecté les secteurs.
D'ordinaire, une récession économique touche principalement le secteur de la production industrielle, alors que l'activité dans les services est moins sensible aux fluctuations du cycle économique. Mais aujourd'hui, vu la nature du choc à la source de la récession, on se rend compte que c'est le secteur des services qui a été le plus impacté. Or, il s'avère que ce secteur emploie énormément de travailleurs à plus faible revenu et à plus faible compétence. Comme dans le même temps, les travailleurs à plus haut revenu, en moyenne, ont réussi à continuer à travailler et donc à garder leur salaire, cette récession se révèle être un catalyseur des inégalités de revenus au sein même des pays. Face à ce choc commun, les politiques budgétaires et monétaires de la plupart des pays ont réagi de manière forte et rapide pour soutenir l'activité économique. Les gouvernements ont mis en place une stratégie budgétaire, dite du « quoi qu'il en coûte », consistant en grande partie à supporter les revenus des ménages en incapacité de travailler et à fournir des liquidités aux entreprises pour leur permettre de traverser la crise et de pouvoir reprendre leur activité au moment de la sortie. L'amplitude du choc sanitaire a nécessité une réponse budgétaire massive, pouvant dépasser les 10% de PIB dans certains pays comme les États-Unis. Cette stratégie budgétaire passe inévitablement par un creusement des déficits publics et une hausse des dettes publiques qui ont ainsi atteint leur plus haut niveau historique. La dette publique globale a dépassé celle observée au moment de la Deuxième Guerre mondiale. La question du remboursement de ces dettes publiques est évidemment importante, mais elle n'est pas encore d'actualité. Les conséquences économiques sont trop fortes aujourd'hui. Cette question prendra place dans le débat public, mais uniquement dans un second temps, même si certains commencent déjà à évoquer ce sujet. De leur côté, les banques centrales ont assoupli dans de grandes ampleurs leur politique monétaire. Certaines banques centrales ont rapidement baissé leur taux d'intérêt directeur, du moins pour celles qui avaient encore de la marge, comme par exemple la Fed, la Réserve fédérale américaine. D'autres mesures dites non conventionnelles ont été accentuées, notamment des achats d'actifs sur les marchés financiers et des fournitures de liquidités aux entreprises. La Fed a mis également en place un système de fourniture de dollars aux autres pays qui en avaient besoin. Au final, cette intervention massive de toutes les grandes banques centrales a permis d'éviter que la crise sanitaire ne se transforme en une crise financière, du moins jusqu'à aujourd'hui. Mais il existe des effets induits de cette politique d'accumulation monétaire. Dans l'environnement de taux bas dans lequel évolue l'économie mondiale depuis plusieurs années, une injection massive de liquidités peut faire craindre l'apparition de bulles financières sur certains secteurs. On a vu ainsi s'accroître la décorrélation entre l'économie réelle, qui connaît une récession mondiale, et les marchés d'actions, qui ont connu un véritable boom depuis le mois de mars 2020. Ce type de grand écart n'est pas soutenable à moyen terme. Il existe donc aujourd'hui des risques sur la stabilité financière globale. À court terme, une reprise mécanique de la croissance économique est en cours. Le PIB mondial devrait rebondir en 2021 de l'ordre de 5% par rapport à 2020. Mais le niveau d'activité resterait malgré tout très inférieur à son niveau d'avant-crise. Cette reprise semble encore bien fragile, hétérogène et incertaine, largement conditionnée par les vagues d'évolution de la pandémie. Nous vivons actuellement une période qu'on pourrait qualifier de dominance sanitaire, au sens où l'évolution de la pandémie conditionne les évolutions économiques. Certains pays s'en sortent toutefois mieux que d'autres. Ainsi, la Chine est le seul grand pays de la planète à connaître une croissance positive de son PIB en 2020, sous l'effet d'un meilleur contrôle de l'épidémie et d'une reprise de ses exportations, notamment en termes d'équipement médical. Mais la reprise du commerce mondial reste un point d'interrogation. La globalisation commerciale est en train de passer par une phase de ralentissement après des années de croissance forte, depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et la montée en régime des grands pays émergents. La crise Covid a mis en exergue la complexité des chaînes de production globales et l'interdépendance des pays. Un besoin de relocalisation s'est fait sentir, appuyé par l'opinion publique. Mais on sait que ce mouvement ne pourra pas se faire par un simple claquement de doigts. Les gouvernements devront mettre en place de vraies politiques industrielles et cibler quelques secteurs clés pour la souveraineté des pays, tels que l'énergie ou les médicaments par exemple. À plus long terme, cette crise risque de laisser des traces sur le potentiel de croissance des économies. Ce sont les effets d'hystérèse que l'on observe en général après les fortes récessions.
Cela passe notamment par une perte de capital productif due à une baisse prolongée de l'investissement des entreprises, une perte de capital humain, l'allocation des travailleurs à d'autres secteurs se fait lentement et difficilement, et une baisse de la productivité via le maintien en vie d'entreprises non profitables grâce à un accès plus facile au crédit. Comment cette crise vient bouleverser les grandes tendances de fond de l'économie mondiale? C'est ce que nous allons voir en quelques points clés. La globalisation des échanges commerciaux et son miroir, la globalisation financière, se sont fortement accrues depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. D'une part, le rattrapage des grands pays émergents a engendré une forte demande mondiale de biens, de services et de matières premières. Et d'autre part, la spécialisation de certains de ces pays dans des secteurs tournés vers les exportations ont joué sur l'intensification de la globalisation. D'autres facteurs, tels que la baisse des coûts de transport des marchandises et la réduction des barrières tarifaires via les accords commerciaux, ont également contribué à cette globalisation. Ce changement a connu ses gagnants. Ce sont les grands pays émergents qui ont pu augmenter sensiblement leur niveau de revenus. On pense ici notamment à la Chine, qui a vu apparaître des ménages avec un fort désir de consommation. Mais ce changement a aussi connu ses perdants, en particulier les classes moyennes des pays avancés qui ont vu leurs revenus stagner. Les travaux empiriques montrent que la part du revenu national des pays avancés distribué aux salariés est en baisse continue depuis les années 80. Cette évolution étant associée à une hausse des inégalités de revenus au sein des pays. Les perdants de la mondialisation se sont ainsi récemment rappelés au bon souvenir des dirigeants via une montée des votes extrémistes et des troubles sociaux dans un grand nombre de pays industrialisés. Cette globalisation s'est accompagnée d'une création de déséquilibres concurrents des grands pays, c'est-à-dire les flux commerciaux des biens et des services et les revenus d'investissement effectués à l'étranger. On pourrait caractériser de manière simple ces déséquilibres des balances courantes. D'un côté, nous avons des pays exportateurs nets qui dégagent de forts excédents commerciaux. On pense ici en particulier à la Chine, au Japon, à l'Allemagne ou la zone euro dans son ensemble. Ces pays possèdent un compte courant positif et une épargne domestique largement supérieure à leur investissement domestique. Par conséquent, ces pays cherchent à placer leurs capitaux sur les marchés internationaux. Ils ont des flux de capitaux sortants. De l'autre côté, nous avons les États-Unis et dans une moindre mesure le Royaume-Uni qui présentent de forts déficits publics et commerciaux. Les États-Unis se posent ainsi en consommateurs en dernier ressort de l'économie mondiale. Ils peuvent s'endetter sans problème car il n'y a pas vraiment d'alternative pour les investisseurs sur les marchés financiers. En termes d'actifs sûrs et liquides, la dette du Trésor américain est aujourd'hui pratiquement la seule solution. C'est ce qu'on appelle quelquefois l'exorbitant privilège du dollar, qui fait que la monnaie américaine reste la monnaie dominante du système monétaire international. C'est très probable. En fait, ce mouvement de déglobalisation, ou plutôt de ralentissement de la globalisation, on parle quelquefois de slowbalisation, a commencé lors de la crise financière globale de 2007. On a assisté depuis à une baisse de l'ouverture commerciale des pays pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'une part, la Chine a essayé de changer son régime de croissance économique via une rotation des moteurs de sa croissance vers plus de demande interne. Cela a contribué à rééquilibrer en partie son compte courant. D'autre part, on a assisté à une montée des tensions protectionnistes entre pays, caractérisée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, initiée par l'administration Trump en 2018. Ce mouvement de fond a été accentué par la crise Covid, qui a fait se demander aux décideurs et au grand public si la globalisation n'était pas allée trop loin. Les questions de sécurité nationale et de santé publique ont donné un support au protectionnisme. Mais il faut être prudent. Relocaliser la production ne se fait pas d'un simple claquement de doigts. Et il existe des avantages en termes de coûts pour les entreprises à faire appel à des partenaires en dehors des frontières. Il faudra bien que les gouvernements spécifient les objectifs d'une telle relocalisation. Est-ce par autonomie stratégique sur certains produits critiques ou bien pour réduire les déficits extérieurs? Cette clarification des objectifs permettra d'identifier les secteurs et les instruments pour y parvenir. D'abord, comment peut-on évaluer le potentiel de croissance d'une économie? Il repose principalement sur 3 facteurs de production. La force de travail, le capital productif et la productivité globale de ces facteurs. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons assisté à une baisse marquée du potentiel de croissance dans les grands pays avancés. Par exemple, aux États-Unis,
Le taux de croissance moyen de l'économie était de 4%, juste après-guerre, puis il a chuté à 3% dans les années 80-90, pour atteindre environ 2% avant la crise Covid. Le principal facteur à la source de ce déclin, expliquant environ les 3/4 du phénomène, est la baisse de la population en âge de travailler, due à un vieillissement de la population. L'autre facteur important est la baisse des gains de productivité globale des facteurs à long terme. En effet, les économies n'ont pas connu de véritable choc technologique majeur permettant de faire un véritable saut de productivité et de stimuler ainsi les gains de productivité. Comment la crise Covid va-t-elle interférer sur cette tendance de long terme? Il existe un risque élevé que cette crise affecte de manière permanente le potentiel de croissance des économies. Ce sont ces fameux effets d'hystérèse souvent observés dans la foulée des chocs majeurs. Cela peut passer notamment par 3 canaux. D'abord, une perte de capital productif due à une baisse prolongée de l'investissement des entreprises. Ensuite, une perte du capital humain. La réallocation des travailleurs d'un secteur à l'autre de l'économie va se faire lentement et difficilement. Et enfin, une baisse de la productivité, notamment via le maintien en vie d'entreprises qui ne font plus de profit, mais qui profitent d'un accès facile au crédit. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. C'est le cas bien connu d'entreprises chinoises, notamment détenues par l'État. Mais selon les travaux récents de la Banque des règlements internationaux, la BRI, dans les pays avancés, le pourcentage d'entreprises zombies parmi l'ensemble des entreprises cotées serait passé de 4% environ en 1990 à 15% aujourd'hui. Ces entreprises contribuent ainsi à faire chuter la productivité agrégée en empêchant l'entrée de nouvelles entreprises plus productives. Cette évolution de long terme des économies avancées, dite quelquefois de stagnation séculaire, n'est pourtant pas irrémédiable et on pourrait la contrer avec un effort important de l'investissement qui utiliserait de manière plus optimale le stock d'épargne mondiale disponible. Il s'avère ainsi que certains pays, notamment les grands pays exportateurs, sous-investissent dans de larges proportions, alors qu'ils possèdent une épargne importante qu'il serait possible de mobiliser rapidement. Cet investissement pourrait venir ainsi soutenir la transition énergétique ou la transition digitale. D'autre part, les flux migratoires en provenance des pays émergents et à faible revenu pourraient venir soutenir la population en âge de travailler. Enfin, des chocs technologiques pourraient booster la productivité future. On pense par exemple aux apports de l'automatisation, de l'intelligence artificielle ou du big data. Il est important de comprendre que nous évoluons désormais dans un environnement de faible taux d'intérêt, et ce de manière probablement durable. Il existe un concept en économie dit de taux d'intérêt réel naturel, ou R-star, qui correspond à un équilibre entre d'un côté l'épargne disponible et d'un autre côté la demande en investissement. Ce taux naturel peut être vu comme un taux structurel qui ne dépend pas des conditions économiques de court terme, mais qui reflète plutôt les déterminants du potentiel de croissance que nous venons d'évoquer précédemment. Dans ce contexte d'une baisse de long terme de la croissance potentielle, les taux d'intérêt naturels sont également en baisse depuis les années 1970. Cette baisse est également alimentée par le fait que l'épargne disponible dans le monde, notamment en provenance des grands pays exportateurs, est plus importante que l'investissement. Cet écart, que Ben Bernanke, l'ancien président de la Fed, avait qualifié de « saving glut », contribue à affaiblir le coût de l'argent. Il y a plus d'argent disponible que de projets d'investissement. Enfin, il existe une demande de plus en plus forte pour des actifs sans risque et liquides, et une offre pour ce type d'actifs qui n'est pas capable de suivre le rythme de la demande. Cela pèse sur le taux d'intérêt naturel. Cette faiblesse du taux d'intérêt naturel a ainsi amené les banques centrales à ajuster à la baisse leur taux d'intérêt directeur. Cet ajustement a connu son paroxysme après la crise financière globale de 2007 où les taux d'intérêt des principales banques centrales sont descendus vers la borne zéro, voire même en négatif pour certains pays. La crise Covid a renforcé cet aspect et pour soutenir les économies durant la crise, les banques centrales ont dû accentuer l'utilisation d'outils de politique monétaire dits non conventionnels, c'est-à-dire différents de la simple gestion du taux d'intérêt directeur. Par conséquent, à ce jour, il est probable que les taux d'intérêt vont rester à des niveaux très faibles, vraisemblablement inférieurs au taux de croissance des économies, et ce pour une période de temps assez longue. D'ailleurs, les banques centrales se sont engagées sur ce sujet en guidant les anticipations des agents à moyen terme. Il existe certains bénéfices à évoluer dans un environnement de faible taux d'intérêt.
Cela ne revient pas cher d'emprunter de l'argent. Cela fournit donc des incitations à consommer et à investir, avec des effets économiques positifs. Cela allège aussi fortement la charge de la dette. Les intérêts versés par les États aux investisseurs qui financent leurs dettes sont aujourd'hui très faibles. Et cela crée un cadre favorable à un vaste programme de relance via le développement d'infrastructures, notamment pour gérer la transition énergétique vers une économie à bas carbone. C'est la thèse notamment proposée par des économistes tels que Olivier Blanchard ou Larry Summers. Mais en économie, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Cet environnement de taux bas crée également certains risques. Des secteurs tels que celui des banques et des assurances ont fortement pâti de cet environnement de taux bas. En particulier car la courbe des taux s'est aplatie. En effet, les banques font du profit en empruntant à court terme et en prêtant à long terme. Les banques et les assurances pourraient à terme se trouver en grande difficulté si cela devait perdurer. On notera aussi des risques de stabilité financière, car en période de taux bas, les investisseurs vont aller chercher du rendement vers des actifs plus risqués. Les fonds de pension ont ainsi accru leur exposition à des classes alternatives d'actifs, tels que l'investissement en fonds propres ou l'immobilier. Ces risques se sont accrus avec la réaction des banques centrales à l'issue du Covid, car ces dernières ont injecté énormément de liquidités dans le système financier pour soutenir l'économie. Enfin, la possibilité d'accéder à des montants élevés de prêts à faible taux d'intérêt peut être utilisée par les entreprises zombies dont nous avons parlé récemment. La dette publique mondiale a atteint un niveau de ratio de dette sur PIB jamais observé dans le passé. À ce jour, les pays avancés ont leur dette publique proche de celle connue pendant la Deuxième Guerre mondiale, autour de 120% de leur PIB. Mais les pays émergents ont vu leur dette augmenter à un plus haut historique de l'ordre de 60% de leur PIB. On en connaît la raison, c'est la politique budgétaire du quoi qu'il en coûte liée à la crise sanitaire. Les gouvernements ont privilégié la santé des citoyens et ils ont eu raison. Le bien-être des citoyens doit être un objectif d'un gouvernement élu démocratiquement. Mais les enjeux futurs vont se centrer sur la gestion de cette dette. Comment réduit-on une dette publique ? Les expériences passées nous enseignent qu'il existe plusieurs façons de procéder. D'abord, la manière la plus élégante est de générer de la croissance. La croissance a un effet mécanique sur le ratio de dette sur PIB, le PIB étant au dénominateur, et un effet sur les stabilisateurs automatiques en générant plus de rentrées fiscales et moins de dépenses budgétaires. Ensuite, on sait que l'inflation réduit mécaniquement la dette. Une manière de réduire la dette est donc de laisser filer l'inflation pendant quelque temps, avec les risques de spirale inflationniste que cela comporte. Mais ce sera aux banques centrales de gérer cet aspect. Une autre manière de procéder est de mener ce qu'on appelle une répression financière, c'est-à-dire l'État contraint les taux d'intérêt à rester bas pour réduire la charge de la dette. Cette stratégie a été menée dans le passé, mais elle est plus compliquée à mettre en œuvre aujourd'hui à cause des flux importants de capitaux. Ensuite, le gouvernement peut décider de réduire le déficit budgétaire en menant ce qu'on appelle une consolidation budgétaire. Cela passe principalement par deux outils, une hausse des taxes et ou une réduction des dépenses budgétaires. Mais cela est coûteux en termes de croissance, comme on l'a vu par exemple en 2011 en zone euro. Aujourd'hui, cela ne semble pas d'actualité d'entamer rapidement une consolidation budgétaire. Les risques sur la croissance sont encore trop élevés. Enfin, une dernière option est de faire défaut sur tout ou partie de cette dette. Cela est déjà arrivé à de nombreuses reprises dans le passé. Les États n'apprécient pas cette dernière option car ils ont en permanence besoin d'emprunter sur les marchés. Et un défaut va rendre plus difficile les conditions des nouvelles émissions de dette. En particulier, cela aura tendance à apprécier les taux d'intérêt souverains auxquels l'État s'endette, donc à augmenter le service de la dette et ainsi à contribuer à réaugmenter rapidement une nouvelle dette publique. De plus, un défaut sur la dette publique a tendance à se propager rapidement à la sphère privée, entraînant aussi une hausse du coût de financement des entreprises et des ménages. Comme nous l'avons noté, nous vivons actuellement dans un monde de taux d'intérêt extrêmement bas, inférieur à la croissance. Et il est probable que cet environnement perdure encore quelques années. Ainsi, le coût des émissions de dette est très faible, ce qui contient le poids du service de la dette. Les États peuvent alors facilement emprunter pour financer la nouvelle dette.
Dans ce contexte, les banques centrales ont joué un rôle important en ajustant depuis plusieurs années leur taux d'intérêt à la baisse vers le taux naturel de l'économie. Pendant la crise Covid, elles sont aussi intervenues massivement en achetant des titres de dette publique sur le marché secondaire. Elles détiennent à ce jour, à leur bilan, une grande partie des titres émis par les gouvernements. Il est possible d'envisager que les banques centrales gardent ces titres à leur actif, voire même continuent d'acheter de la dette souveraine. Mais cette crise est si spéciale et si intense que certains économistes et politiques suggèrent d'utiliser de nouvelles approches et notamment de rayer la dette détenue par les banques centrales. Mais par exemple en Europe, les traités actuels interdisent le financement monétaire de la part de la Banque centrale européenne. Il faudrait alors passer par un changement de la législation devant une enceinte démocratique pour redéfinir le mandat des banques centrales. Ce débat sur le financement de la dette rebondit sur un autre sujet important qui est celui de l'évasion fiscale. Des travaux des chercheurs de l'université de Berkeley et de Copenhague estiment que 40% des profits des multinationales sont envoyés chaque année dans les paradis fiscaux, soit plus de 700 milliards de dollars. Cette évasion réduit les revenus fiscaux de la taxation sur les entreprises de plus de 200 milliards par an, soit environ 10% des recettes fiscales liées aux entreprises. Or, dans les années à venir, les gouvernements auront grandement besoin de cette manne. On le voit, le débat sur ce thème est aujourd'hui lancé et nul doute qu'il continuera dans les années à venir. Un sujet important pour l'économie mondiale porte sur l'évolution des inégalités. Lorsqu'on parle d'inégalités de revenus ou de richesse, il faut bien avoir en tête deux mouvements dans des directions différentes. Tout d'abord, nous avons assisté depuis quelques années à une réduction des inégalités entre pays. D'un côté, les grands émergents ont vu leurs revenus augmenter rapidement. On peut considérer qu'il s'agit là d'un des effets positifs de la globalisation. De notre côté, le revenu des pays avancés n'a que très peu évolué, entraînant ainsi ce que l'économiste Richard Baldwin appelle la grande convergence. Mais dans le même temps, nous avons assisté à une hausse des inégalités au sein même des pays. La part de la richesse et des revenus détenus par les individus les plus riches de la population s'est considérablement accrue par rapport à celle détenue par les plus pauvres. Ainsi, on a vu que la part du revenu national, qui revient aux travailleurs, a chuté dans la plupart des pays depuis les années 1980, d'environ 7 points de pourcentage aux États-Unis. Une manière de comprendre cette part du travail est de la voir comme le ratio des salaires réels par rapport à la productivité. Si les salaires croissent au même rythme que la productivité, ce ratio reste constant. Mais si la croissance des salaires ne suit pas celle de la productivité, alors on assiste à une baisse de la part du travail. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, tels que la moindre capacité de négociation des travailleurs, la baisse de l'influence des syndicats, la concentration de plus en plus forte des multinationales dans certains secteurs, ou depuis plus récemment l'apparition de l'automatisation. Une étude de la Fed de San Francisco souligne que la part du travail dans la valeur ajoutée devrait être 3 points de pourcentage plus élevée sans ce dernier facteur. L'économie mondiale post-Covid risque de connaître une hausse des inégalités, non seulement au sein des pays, mais aussi entre pays. En effet, cette crise a impacté principalement le secteur des services, qui emploie des travailleurs à plus faible revenu et plus faibles compétences. Comme dans le même temps, les travailleurs à plus haut revenu ont en moyenne réussi à continuer à travailler à distance et donc à garder leur salaire, cette récession se révèle être un catalyseur des inégalités de revenus au sein des pays. De plus, les travaux récents du FMI ont souligné que cette récession Covid a eu un effet plus marqué en termes de mobilité sur les femmes et les plus jeunes, creusant un peu plus les inégalités de genre et générationnelles. De même, les pays à faible revenu, dans lesquels l'État n'a pas pu répondre au choc sanitaire, risquent de se retrouver durablement affectés par les effets de la pandémie. Les scénarios de la Banque mondiale anticipent un rebond du taux de pauvreté en 2020, c'est-à-dire les personnes vivant avec moins de 1,9 $ américains par jour, alors que ce taux était sur une pente descendante depuis les années 90. Il s'agira alors à la communauté internationale de venir en aide aux pays les plus démunis, notamment en envisageant une restructuration de leurs dettes. Ce tour d'horizon de l'économie mondiale a pointé les risques liés à la crise historique que nous sommes en train de vivre, ainsi que leur connexion avec les tendances économiques de long terme. Mais cela ne doit pas pour autant laisser place au pessimisme.
Les avancées en termes de développement des vaccins et des traitements anti-Covid sont porteuses d'espoir. Selon les prévisions des institutions internationales, la croissance devrait revenir dans les grands pays en 2021, même si le niveau de production d'avant-crise ne sera retrouvé que plus tard, probablement pas avant la fin de 2022. Si certains secteurs sont probablement affectés de manière permanente, d'autres secteurs viendront soutenir la croissance économique. L'enjeu pour les politiques économiques sera alors de réallouer le travail d'un secteur à l'autre. Cette réallocation du travail se fera par le développement du capital humain, par la formation, par l'éducation. Mais elle ne se fera pas du jour au lendemain. Dans les mois à venir, l'économie mondiale aura besoin de plus de coordination économique et de multilatéralisme, et non pas de repli sur soi. Dans un contexte de crise et d'incertitude, le protectionnisme peut être une tentation, mais ne doit pas être une option. Tous les travaux académiques soulignent les effets économiques négatifs d'une hausse du protectionnisme. Cela empêche la circulation des biens essentiels, cela pénalise les économies dont le rattrapage dépend de leur participation aux chaînes de valeur mondiales, et cela affecte la diffusion internationale des gains de productivité. Cette crise sanitaire peut être et doit être le catalyseur d'une plus grande coordination internationale, comme l'avait été la précédente crise financière de 2007 qui avait donné naissance au G20. En conclusion, les sujets importants que l'on voit se dessiner à l'avenir, tels que l'évasion fiscale ou la gestion de la transition énergétique vers une économie décarbonée, ne pourront être traités qu'à un niveau mondial. Toutefois, nous devons apprendre des erreurs passées et ne pas laisser sur la touche un grand nombre d'individus. Les perdants de la mondialisation ont été nombreux, accroissant ainsi les inégalités et les tensions sociales et politiques. Plutôt qu'une relocalisation généralisée, nous aurions besoin d'une globalisation plus équitable. Les politiques économiques doivent être mises en place pour minimiser les coûts sociaux via une meilleure redistribution des fruits de la croissance et de la globalisation pour tendre vers un objectif de croissance mondiale inclusive et soutenable. Voilà, j'espère que cette masterclass vous a éclairé sur les conséquences de cette crise Covid sur l'économie mondiale. Cette crise est inédite par son amplitude et par l'origine de sa source, et elle va profondément bouleverser l'économie mondiale dans son ensemble. J'espère que nous aurons l'occasion de prolonger cet échange et je vous donne rendez-vous pour de prochaines masterclass sur ce sujet.